Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la vaccination en Israël, qui est célébrée par la plupart des médias comme étant un grand succès. Israël sortirait plus vite du coronavirus, Israël servirait de modèle au monde entier. On vante à juste titre l'action politique de Benjamin Netanyahou, qui a réussi à acquérir autant de doses de vaccins, la logistique du système de santé israélien, la volonté du peuple israélien. Tout ça, c'est vrai, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est certains points qui ont été omis ou mis de côté par les médias et qui, je pense, sont très importants. Comme disent les Anglais, vous savez, le diable se cache dans les détails. Alors, de quoi on parle déjà avant de commencer? Le vaccin Pfizer-BioNTech, c'est une thérapie génique qui consiste à injecter dans les cellules de l'organisme du matériel génétique qui contient les secrets de fabrication de la protéine Spike qui se trouve donc à la surface du coronavirus. La thérapie existe depuis plusieurs années, on en a fait des recherches, on a essayé même de soigner des patients atteints d'un cancer grave grâce à ça, mais administrer à des millions de personnes d'un coup cette thérapie, c'est unique, c'est-à-dire ça n'est jamais arrivé, c'est une première. Le premier point que je veux évoquer, c'est l'accord qui a eu lieu entre Benjamin Netanyahou et Pfizer. Alors, on a beaucoup glosé sur le fait que Benjamin Netanyahou a payé plus cher le vaccin. Ça ne me dérange pas du tout et je trouve pas ça gênant, c'est une crise sanitaire, pourquoi pas. Par contre, une partie de l'accord spécifie que Benjamin Netanyahou va partager les données biomédicales de la population israélienne au laboratoire Pfizer. Qui d'ailleurs, laboratoire Pfizer, le président vient de le dire il y a quelques jours, Israël sert de laboratoire. Donc c'est officiel, c'est unique dans l'histoire, qu'une population entière joue les cobayes en fait, il n'y a pas d'autre mot. J'aurais apprécié que le Premier ministre israélien, le gouvernement israélien, informe sa population. Ça pose un problème éthique très grave de ne pas l'avoir fait. Et en tout cas, ça démontre que Pfizer est bien sûr encore en phase de test. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la façon dont la vaccination a été communiquée aux Israéliens. Le gouvernement israélien a présenté un seul narratif. C'est-à-dire qu'il s'est concentré sur les bénéfices potentiels de ce vaccin. Rien sur les risques. J'ai vu que même des groupes Facebook étaient censurés quand ils émettaient des doutes. Alors, on va regarder le site de la FDA, la Food and Drug Administration. La Food and Drug Administration, c'est un peu l'organisme officiel américain qui valide ou non les médicaments, qui autorise la mise sur le marché des médicaments américains. Organisme un peu plus officiel. Et la FDA, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'à ce jour, que la technique Pfizer-BioNTech a été validée en urgence, mais qu'elle n'a pas suivi le protocole habituel de validation. Et que d'ailleurs, la FDA le dit, elle est encore sujette à des tests cliniques. D'où Israël d'ailleurs. Elle explique, la FDA d'ailleurs, qu'on n'a pas d'idée encore sur la durée de protection, les dangers potentiels, etc. L'Agence européenne du médicament explique que pour une telle méthode, il faudrait à peu près 2-3 ans pour valider et pour être sûr de sa sécurité. Elle donne la date de décembre 2023, c'est-à-dire un protocole normal si vous voulez. On n'y est pas encore. L'Agence nationale de sécurité du médicament en France explique qu'aucune étude n'a été faite sur les dangers à moyen et long terme. J'entends des gens autour de moi me dire qu'ils se sentent bien 2 semaines après. On parle d'un vaccin, on parle d'une nouvelle thérapie, donc à moyen et long terme, qu'en est-il? Typiquement, les études sur la cancérogénicité, la génotoxicité, les maladies auto-immunes, etc. n'ont pas vraiment été faites. Je me rappelle qu'il y avait un vaccin, je crois que ça s'appelle Pandemrix, qui avait été utilisé contre le H1N1, je crois. Vous me corrigerez si j'ai tort. Et en fait, 5 ans après, il y avait eu des cas de narcolepsie. Ah oui. Alors, en ce qui concerne les autres risques, un peu plus graves maintenant, j'ai recoupé un peu les opinions des divers généticiens, certains qui sont connus comme Alexandra Orion-Codé, bien sûr, mais aussi d'autres qui enseignent à l'université de Saclay, je ne me rappelle plus de son nom, vous vérifierez. En fait, eux, ils expliquent plusieurs choses. D'abord, la première, c'est qu'il y a un risque même d'emballement du système immunitaire. On injecte du matériel génétique, il y a un risque. Ils disent que les deux autres risques dont je voulais parler, le premier, c'est Alexandra Orion-Codé, qui explique que la protéine Spike qu'on va produire en fait dans notre organisme peut se lier à des récepteurs qui se trouvent dans les testicules et sur le placenta. Il n'y a pas eu d'étude qui a été faite sur les risques de stérilité. Quand on voit qu'en Israël, des jeunes se font vacciner en pagaille, comme s'ils prenaient du Doliprane, ça pose un problème. Le risque qui m'intéresse le plus, il est lié au narratif israélien. On explique que vous, moi, tout le monde, on a une responsabilité, qu'on le veuille ou non, de se faire vacciner parce qu'on a une responsabilité collective. Si on vous injecte
du matériel ARN, d'accord? Et que vous êtes déjà atteint d'un virus, vous avez déjà dans votre organisme un virus ou des restes de virus d'une même nature, par exemple le virus ARN, si vous avez déjà eu le Covid par exemple, il y a un risque de recombinaison virale. Ces deux matériels vont se recombiner et produire un virus beaucoup plus dangereux. Ils sont honnêtes, ces gens-là. Ils vous disent qu'à l'échelle individuelle, c'est très faible. On parle de 10-6, 10-7 au niveau probabilité, c'est très faible. Par contre, si vous vaccinez des millions de personnes, vous avez un risque quand même qui n'est pas négligeable que certaines personnes, beaucoup de personnes, je ne sais pas, c'est une question ouverte, subissent cette recombinaison virale, souffrent elles-mêmes ces personnes, ou peuvent, il y a même un risque de mort, mais surtout peuvent le propager. Et donc ces personnes auraient une responsabilité collective. Vous voyez, on peut présenter les choses de différentes façons. Le gouvernement israélien a toujours opté pour une seule façon de communiquer. Alors, on va parler de la stratégie vaccinale. Alors, sur la stratégie vaccinale, comment dire, en Israël, vous ne pouvez pas critiquer la stratégie vaccinale. Vous êtes traité de complotiste. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, moi, qu'on soit clair, je souhaite de tout mon cœur que ça marche en Israël. Un. Deuxièmement, je comprends tout à fait que des personnes dans le monde entier, d'ailleurs pas seulement en Israël, qui sont à risque, qui ont peur, qui ont un système immunitaire fragile, je comprends tout à fait qu'elles se vaccinent. J'ai pas de problème par rapport à ça. On est libre de choisir. Par contre, une thérapie génique, un vaccin, appelez-le comme vous voulez, qui pose les questions que j'ai évoquées, qui est encore en phase de test, obliger les citoyens à se vacciner, c'est un non-sens. On m'a dit oui, mais il y a des amis qui me disent oui, mais il y a déjà un passeport vaccinal pour d'autres maladies. Mais on parle de la tuberculose, le vaccin a été découvert en 1920. On n'est pas dans ce cas de figure. Comment on peut imposer de force une thérapie actuellement? C'est pas possible, cette thérapie elle est trop récente. Un dernier point sur la stratégie vaccinale. Le responsable scientifique de Pfizer a dit qu'il avait sous-estimé, enfin Pfizer avait sous-estimé le taux de mutation du virus. Et donc la conséquence, c'est qu'on pouvait imaginer plusieurs doses ou plusieurs injections par an, voire des injections différentes chaque année, voire 5 injections par an. On ne parle pas de pastilles Valda, vous avez compris. On parle d'injecter du matériel génétique. J'ai compris que l'hystérie ambiante fait que on veut tous sortir du Covid le plus vite possible, mais il faut savoir raison garder, il faut mettre un pas de côté et essayer de réfléchir. Le gouvernement israélien s'est rué comme un train fantôme sur une stratégie qui reste quand même, encore à l'heure où je vous parle, un pari. Alors, je ne parlerai pas des chiffres sur cette vaccination parce que tout change tous les jours et j'espère sincèrement, vraiment, je vous l'ai dit, que ça marche. J'ai entendu des chiffres un petit peu préoccupants. Le journal Israël Hayom, qui est pro-Benjamin Netanyahou, donc on ne peut pas du tout le qualifier il n'essaie pas du tout d'utiliser la vaccination contre lui. Il a dit qu'il y a un article comme quoi des femmes se plaignent de leur cycle menstruel. C'est extrêmement problématique. Un professeur d'Aix-Marseille a étudié les chiffres fournis par le ministère israélien de décembre à février. On s'est rendu compte qu'il y avait des morts qui ne pouvaient pas trop être attribuées au Covid et des gens qui avaient été vaccinés. Mais tout ça, je vous dis, ça changera chaque semaine et j'espère pour le mieux. Ma conclusion, si vous avez compris, elle est diamétralement opposée à l'analyse des médias. Je pense que la crise du coronavirus a révélé les faiblesses structurelles de l'État d'Israël. Il y a très peu de personnes, en fait, qui défendent l'État d'Israël sur les réseaux sociaux, dans les médias, et qui s'occupent des thématiques dont j'ai parlé. Je le regrette. Il y en a une, c'est Alain Le Garret, qui, vous le regarderez sur Twitter ou sur Facebook, qui passe son temps et son énergie à défendre Israël face aux attaques diplomatiques, politiques, universitaires, le travail ne manque pas, mais qui parle aussi de ce que je dis. Et quand il en parle, il est insulté. De tous les pays démocratiques, Israël est celui qui a le plus restreint les libertés, qui est allé le plus loin dans le contrôle de sa population. Un ami et moi me disait qu'il ramenait son fils de l'école parce qu'il avait été cas contact, et que dans la minute qui suit, il avait reçu un coup de téléphone pour lui expliquer, pour lui dire où est-ce qu'il était, pour lui demander s'il était déjà chez lui. Ils sont allés plus loin que la Nouvelle-Zélande, plus loin que l'Australie. J'ai vu des maires, j'ai lu ça, des maires qui voulaient priver de services sociaux les non-vaccinés, des hommes politiques ou des ministres d'envergure qui insultent les non-vaccinés, qui veulent faire du porte-à-porte et injecter de force le vaccin. J'ai parlé de ségrégation déjà. J'ai vu que le ministre de la Santé a autorisé le partage des données biomédicales des non-vaccinés en dehors du système de santé, donc dans tous les secteurs de l'économie. C'est une violation du secret médical, c'est une violation de l'éthique la plus basique. Donc on est en droit, je pense que c'est notre devoir à tous, ceux qui veulent défendre Israël, de se poser des questions sur ce qu'on attend de l'État d'Israël. Quel type d'État on veut, qu'est-ce qu'on veut quelle relation on veut entre l'État et ses citoyens. Il y a des citoyens israéliens qui sont bloqués depuis des mois
et qui dépensent toute leur fortune, qui n'ont plus rien, parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. C'est des citoyens israéliens. Moi, une amie française m'a raconté récemment que son fils a été rapatrié pendant le confinement en France, d'Argentine en France. C'est logique, c'est le rôle d'un État, démocratique en tout cas. Voilà les amis, j'espère que j'ai couvert le plus de choses possible et que j'ai été le plus honnête possible. Je vous souhaite de vous porter bien et j'espère que tout se passe bien de votre côté. On se reparle, je vous reposte une vidéo bientôt. Bye bye.